Bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le monde, bienvenue, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien les amis. Merci d'être là, merci à vous. Bienvenue, excusez-moi, hop, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que ça roule pour vous. Alors pour vous expliquer, pour celles et ceux qui n'avaient pas compris, donc le candidat Jean-Luc Mélenchon n'avait pas pu être présent sur le plateau du débat du siècle en direct dimanche soir, mais il nous a fait savoir via son équipe et via un tweet qu'il souhaitait quand même participer à l'exercice du débat du siècle. Il y tenait. On a donc accepté d'organiser une séance de rattrapage pour qu'il puisse lui aussi participer dans les mêmes conditions éditoriales que les autres candidats à l'élection présidentielle. Et donc on a tourné dans les conditions du direct hier soir cette interview avec l'équipe de Blast, le média Blast qui a accepté de nous prêter son studio. Donc l'interview a été tournée hier soir et à l'heure où je vous parle, le monteur de Blast est en train encore de se battre avec le fichier. Il a rencontré des difficultés ce matin en cours de tournage, donc je viens de l'avoir au téléphone. Il va me faire un export le plus rapidement possible de ce qu'il a à date pour que je puisse vous le diffuser comme c'était convenu aujourd'hui à midi. Donc là, voilà, ça va pas arriver avant, je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure. On est en flux tendu. On est en flux tendu, donc voilà, j'attends comme vous de recevoir le fichier pour pouvoir vous le diffuser à l'heure de ce direct. Soutien aux petites mains de l'audiovisuel, carrément, soutien aux petites mains de l'audiovisuel, au monteur qui depuis ce matin s'arrache les cheveux pour pouvoir vous faire ça le plus vite possible. On s'était donné midi comme deadline, mais là je viens de l'avoir au téléphone, il va me faire un export pour que je puisse vous le diffuser. GG au monteur, ouais, GG au monteur. Merci à Blast de nous avoir prêté leur studio pour qu'on puisse faire cet exercice. Donc ce ne sera pas exactement les mêmes conditions dans la forme, parce que c'est pas le même plateau et tout, mais dans le fond, c'est exactement les mêmes conditions avec les questions de Paloma et moi. Donc voilà. Jusqu'au bout, on aura galéré. Jusqu'au bout, on aura galéré. Merci pour votre investissement. Ouais, merci à vous. Bah là, du coup, là, ça y est, là, vous avez la version live de ce que c'est depuis 2 semaines, le débat du siècle. Des coups de téléphone, on est en urgence, on n'a pas le temps, c'est le bordel, il nous faut quelque chose le plus vite possible et tout. Toujours pas de nouvelles de Macron. Non, Emmanuel Macron nous a fait savoir personnellement dimanche qu'il ne participerait pas au débat du siècle. Sache que ce que tu fais m'a permis de savoir pour qui voter. Attends, t'as pas encore vu Jean-Luc Mélenchon. Il en manque un. Après, tu pourras dire c'est bon, je les ai tous regardés, je me suis fait mon opinion. Là, il en manque un. Donc voilà. Tous regarder ceux qui sont venus. Oui, ceux qui sont venus dimanche. J'espère que vous avez regardé ce débat du siècle tranquillement en replay ou en direct dimanche pour celles et ceux d'entre vous qui étaient là, ou en replay sur toutes les chaînes YouTube qui le diffusent. La chaîne de Blast, la mienne, celle de l'affaire du siècle également. Le but pour nous, c'est que ce soit visionné par un maximum de monde. Évidemment, vous vous en doutez. Nous, si on fait ça, c'est pour que un maximum de personnes puissent le voir. Et on est à plus de 500 000 vues en cumulé sur tous nos différents réseaux depuis dimanche dernier. Donc on est content, mais on veut que ça continue. Enfin voilà, on veut que ça vous soit utile. Hein. On veut que ça vous soit utile au maximum. Donc voilà. Une idée de la durée du passage de Mélenchon. Ah bah j'ai une idée assez précise, ouais, c'est une demi-heure, comme tout le monde, comme les autres. 30 minutes. Hmm. Euh, Mélenchon, vous avez mon vote. Bah attends, t'as pas encore vu. Tu verras. Hmm. Pourquoi on l'a pas fait hier en direct? C'était à la fois techniquement difficile, et en plus de ça, on n'a pas. Moi, j'ai pas le droit de faire de la codiffusion live sur ma chaîne Twitch et sur une autre plateforme. Ça fait partie des conditions du partenariat avec Twitch.
Donc, je vous fais la diffusion dans les conditions du direct d'un contenu enregistré, ce qui revient au même pour vous, hein. Sinon, c'est le ban. Ouais, exactement. Il a dit quelle raison Macron pour pas venir. Il n'a pas donné de raison plus que ça. Il n'a pas souhaité participer. Merci pour le taf, en tout cas, c'est essentiel en ces temps actuels. Mais merci à vous, merci, ça fait plaisir. Merci pour vos messages depuis dimanche. Avec toute l'équipe, on est très content. Avec toutes les équipes, on est très content. Et du coup, voilà, avec Mélenchon, ce sera du coup le clap de fin de la partie enregistrement pour ce débat du siècle. Et maintenant, le débat du siècle, il va vivre chez vous, dans vos têtes. Dans vos têtes, et c'est vous, avec vos bulletins de vote, qui allez trancher ce débat du siècle. En tout cas, pour ce qui concerne cette élection-là. Après, ça va continuer. Merci Guillaume, merci pour vos subs et vos resubs. C'est à quelle heure du coup Mélenchon? C'est le plus rapidement possible. C'est le plus rapidement possible. Bonjour si vous nous rejoignez, comme je le disais au tout début de ce live. Le monteur de Blast est en train de me faire un export. Il a pris du retard malheureusement. Dans le montage, il a rencontré des difficultés ce matin. Il est en train de me faire un export pour que je puisse vous diffuser le plus vite possible. Donc j'espère d'ici midi et demi. Merci Adven, merci. Du coup, je vais lui envoyer mon mail. Je sais pas s'il l'a déjà. Hop, hop. Tu comptes l'auto-commenter? Ah non, non, je vais pas le commenter. Non, non, je vais pas le commenter. Par souci d'équité avec les autres candidats de dimanche dernier, je ne vais pas faire de commentaire en direct de Jean-Luc Mélenchon. Je vais vous le diffuser. Je vais vous le diffuser pour que vous le découvriez dans les mêmes conditions. Et je ne vais pas faire de débrief derrière de la prestation spécifiquement de Jean-Luc Mélenchon, encore une fois, par souci d'équité avec les autres candidats. Tu peux nous spoiler un peu? Non. Non, non. Mais donc voilà, donc le tournage a eu lieu hier soir et Jean-Luc Mélenchon s'est lui aussi prêté à l'exercice de répondre à nos questions. Il était gentil, oui, comme tous les candidats à l'élection présidentielle qui sont venus au début du siècle, oui, il est gentil, oui. Oui. L'équité, c'est quoi le rapport avec les chevaux? Vous êtes con. Tu vas enfin pouvoir dormir un peu. Alors pas du tout. Pas du tout, parce que mine de rien, j'ai du boulot. Est-ce qu'il sentait bon? Blast, c'est les bros. Ouais, ouais, carrément. Ah non, c'était super sympa, Blast. Ils avaient acheté 2-3 trucs à grignoter hier soir et tout. C'était trop cool de leur part. Et le tournage s'est bien passé. C'était cool. Hier après-midi, devant les élus sur Public Sénat, Mélenchon semblait fatigué. Oui, hier après-midi, il y a eu une session où les candidats face au maire, c'est ça? Il avait l'air fatigué. Oui, oui, bah écoutez, c'est épuisant une campagne présidentielle. Moi, je l'ai vu, hein, j'ai rencontré du coup les candidats dimanche dernier, je les ai vus, je les ai interviewés, j'ai un peu papoté avec eux. Ils sont évidemment fatigués, bien sûr, c'est très fatigant pour eux, hein. Jean-Luc Mélenchon, ça fait 2 ans et demi qu'il est candidat quand même. Y aura-t-il Mélenchon dans Backseat? Mais ça, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, hein, c'est à lui. Je le souhaite, mais bon. Et il a 70 ans. Et par ailleurs, il a 70 ans, Jean-Luc Mélenchon, ouais. Oui, mais ça à la limite. Hier, il nous a dit, vous inquiétez pas, de l'énergie, j'en ai. Jadot a même annulé plusieurs meetings. Oui, oui, non, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas.
Mhm. Ça ne m'étonne pas du tout. Alors, est-ce qu'il m'a envoyé le fichier? Pas encore. Pas encore. C'est en cours d'upload. Non, c'est pas ça. Pas encore. Temps restant 4h18 minutes. J'espère pas. J'espère pas. Non, mais c'est une vidéo de 30 minutes, ça va. Ça devrait le faire. Donc là, je suis comme vous, les amis, hein. On est au même niveau, vous et moi. Je suis en train d'attendre, comme vous, que le monteur de Blast m'envoie le fichier vidéo pour que je puisse vous le diffuser et que vous puissiez le regarder. Ça va, vous? Vous passez une bonne semaine? Sinon, tu nous refais un live dans l'après-midi si ça met 4 heures. Bah, enfin, sauf que j'ai du boulot, quoi. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on peut. Pardon pour le lapsus. 240p. Mhm. Je voulais voter pour Macron, mais son absence au débat me fait complètement douter. Ah. Je pars à Angoulême demain matin pour le festival de BD, je suis joie. Ah, c'est ce week-end le festival d'Angoulême? Trop cool, j'y suis jamais allé. Bah c'est cool, bah profite bien. C'est cool que ça puisse avoir lieu. Je crois que ça a été annulé l'année dernière à cause du Covid. Je vais pas dire de bêtises. Content de dimanche dernier, puis tu peux nous donner notre avis. J'ai déjà fait un live lundi de débrief, si vous voulez le regarder. Ça va, le chômage est appréciable et j'ai hâte de me barrer quelques semaines au Canada pour respirer un peu. Profite bien. Tu comptes faire un live du débrief de lundi? Non. Non, je suis fatigué, j'ai du travail. J'ai plein d'émissions. Il y a Backseat demain soir. Il faut que je puisse préparer. Merci Cocosac. Là, on arrive dans le. Non, mais de toute façon, les amis, ça, on avait déjà eu l'occasion d'en parler, mais si on prend un petit peu de recul, j'espère que vous avez conscience qu'on arrive dans le dernier mois d'une campagne présidentielle, que c'est le moment le plus chaud, le moment où la tension est maximum. Je dis ça pour les candidats, mais je dis ça aussi pour les journalistes, je dis ça aussi pour les gens comme nous, avec toutes les équipes. On est tous fatigués, on est sur les rotules, on est tendus. Donc on fait ce qu'on peut, parfois c'est rock'n'roll, c'est ce que ça a été là pour le débat du siècle jusqu'à dimanche dernier, c'est ce que ça a continué à être avec le rattrapage de Jean-Luc Mélenchon hier soir. On est tous crevés, c'est pareil pour les équipes d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, hein, hier j'ai pu discuter avec sa directrice de cabinet, avec Antoine Léaumont, etc. Ils sont fatigués. Moi je dis ils sont fatigués, mais ils avaient l'air en forme. Hein. Et attends, il y a les législatives derrière. Ah non, non, mais moi je suis. Attends, moi, pour moi, c'est pas la fin du monde, l'élection présidentielle. Hein. Il y a les législatives dans la foulée, il y a un nouveau quinquennat qui commence avec gouvernement, réforme, tout ça, tout ça. Hein. Pas, pas, croire que pas croire que le premier tour, c'est la fin du monde. Hein. C'est la fin de l'histoire. C'est à quelle heure le débat du siècle? C'est le plus rapidement possible, dès que le monteur de Blast m'a envoyé le fichier. Désolé, ça aurait dû être à midi pile, mais il a rencontré des difficultés à cause des fichiers, tout ça. Je vous passe les détails techniques tout à fait charmants. Vous êtes fatigué. Hop. Merci ton boutin. Tom Boutin, pardon. Merci tonton Buzz. Pour les militants, les législatives, c'est pire. Bah, les élections législatives, je vous rappelle que ce sont 577 élections le même jour.
et que du coup les militants doivent faire campagne dans les circonscriptions, etc. C'est ouais, ouais, non, c'est fatigant les élections législatives pour les militants, pour les candidats aussi. Merci Makedo, merci Willodin, merci pour vos primes, merci beaucoup. Merci Ziadou. N'hésitez pas à vous abonner avec Prime Gaming. Si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma chaîne chaque mois. C'est Jeff Bezos qui paye. Merci Bébé Fez pour ton Prime, merci beaucoup. Surtout que les perdants de la présidentielle sont souvent démotivés pour les législatives qui suivent. Ouais, non, carrément, non, mais t'as raison. En fait, c'est assez vrai ce que tu dis. C'est-à-dire que les élections législatives, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait la campagne présidentielle pour leurs candidats, qui se sont battus pendant des mois, qui sont fatigués et tout machin, et ben eux, ils doivent réenchaîner pour leur propre élection après, dans leur circonscription. Donc pour eux, c'est épuisant. Merci Glandu. Tiens, en parlant d'élection, tu sais comment devenir scrutateur ou assesseur? Ça m'intéresserait bien d'être sur place le jour J. Ouais, oui, t'as raison. Alors, le jour du vote, le jour des élections, que ce soit présidentielle ou législative, vous êtes invité à prêter main forte aux opérations de vote dans vos bureaux de vote. Il suffit simplement de se présenter au président du bureau de vote en disant « Je suis disponible pour faire le dépouillement ». Donc ça, n'hésitez pas à le faire. Et pour les scrutateurs, c'est directement avec les partis politiques. Les partis politiques candidats à l'élection ont la possibilité d'envoyer dans les bureaux de vote des scrutateurs, des gens de leur équipe qui sont là pour simplement regarder les opérations de vote. Et voilà. Donc c'est cool, je dépouille depuis 20 ans. Bah ça c'est cool de ta part. N'hésitez pas à participer au dépouillement. Moi j'ai déjà fait plusieurs fois, c'est sympa. Ça arrive aussi qu'ils demandent de l'aide pour le dépouillement lorsqu'on va voter. Ouais. Oui, ils ont raison. Ils ont raison. Je me fais dépouiller depuis 20 ans. Pour l'avoir été municipal, c'est assez sympa à faire. Ouais, c'est assez sympa, on rencontre des gens sympas. En général, à la fin, il y a un petit coup à boire pour se réchauffer les cœurs tous ensemble et tout. Donc ouais, n'hésitez pas à le faire. On peut aller voir à la mairie. Oui, vous pouvez vous présenter à la mairie et dire bonjour, j'aimerais bien filer un coup de main pour les élections, comment je peux faire et tout. Ils vont vous filer les contacts des gens à contacter pour... Ouais, n'hésitez pas. Merci Stoffy, merci. Est-ce qu'on peut assister à une séance de l'Assemblée nationale? Absolument, c'est public. Vous pouvez assister à une séance de l'Assemblée nationale. Pour ça, il faut que vous vous rapprochiez de votre député. Ou d'un député, si c'est pas votre député de cœur, voilà, vous pouvez vous rapprocher d'un député qui vous donnera accès à la séance avec ce qu'on appelle un billet de séance. Donc c'est une invitation à la con. Hein. Je sous-signé machin député truc invite monsieur machin ou madame machin à venir assister à la séance tel jour. Donc voilà. Pareil pour le Sénat, absolument pareil pour le Sénat. Je connaissais pas le truc d'abonnement avec Prime Gaming. Bah ouais, non, c'est assez pratique pour nous les créateurs, parce que vu qu'Amazon a racheté Twitch, Amazon file un coup de main aux créateurs sur Twitch en permettant les personnes qui ont un compte Amazon Prime de s'abonner gratuitement une fois par mois à une chaîne Twitch de leur choix. Donc pour vous, ça vous coûte rien de plus que votre Amazon Prime, et nous, ça nous rapporte la même chose qu'un abonnement. Donc c'est cool, profitez-en. Comment ça se passe le bourrage d'urne? Est-ce qu'ils peuvent faire ça discrètement? Franchement, allez dépouiller une fois. Allez dépouiller une fois, vous verrez comment ça fonctionne et vous verrez qu'en fait, le bourrage d'urne, c'est pas possible. Et quand bien même ça le serait dans un bureau de vote, ça retire rien aux autres bureaux de vote. Donc c'est hyper limité. En fait, on limite vachement la casse, la possibilité de trucage des élections par le simple fait qu'il y a plein de bureaux de vote dans la ville. Et c'est justement pour ça qu'il y a des scrutateurs, des assesseurs, il y a un compte rendu, il y a un compte rendu, un procès verbal du dépouillement qui est signé par
par le président du bureau de vote et par les assesseurs, les scrutateurs, etc. C'est très transparent, ça se fait sur des tables devant tout le monde, aux yeux de tout le monde, etc. Donc il n'y a pas moyen d'avoir accès discrètement à l'urne et tout. Et pour les machines à voter, alors pour les machines à voter, c'est le plus simple, il n'y a pas besoin de dépouillement. C'est le président du bureau de vote qui a juste à tourner une clé, appuyer sur un bouton et hop, ça sort immédiatement le résultat de l'urne. Ça a le mérite d'être simple. Bonjour, si vous nous rejoignez, hein, soyez les bienvenus. Je suis dans l'attente de la vidéo de Jean-Luc Mélenchon dans le débat du siècle que nous avons tourné hier soir dans les studios de Blast, dans les conditions du direct, par souci d'équité avec les autres candidats. Le monteur est en train de s'arracher les cheveux parce qu'il a rencontré des difficultés ce matin, ce que je peux tout à fait comprendre. Les machines de vote électronique sont légales en France, oui. Oui, oui. Ouais, dans la ville où j'ai grandi, moi, mes toutes premières élections, quand j'avais 18 ans, c'était des machines à voter, ouais. Ouais, ouais. Et bon, bah voilà. C'est beaucoup plus rapide du coup. On perd moins de temps avec des petits papiers, des enveloppes, des isoloirs, etc. Par contre, ça avait un inconvénient, je m'en souviens, c'est qu'il y avait des personnes âgées, et c'est normal, qui étaient un peu perdues. Alors, quand bien même, j'ai une machine à voter, si vous avez jamais vu, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Voilà, regardez. Ça ressemble à ça. Ça ressemble, voilà, vous avez un espèce de grand panneau là devant vous avec les bulletins qui sont imprimés, avec les vrais bulletins, avec les couleurs, avec la dimension des bulletins, etc. Et vous devez tout simplement cliquer sur le numéro du bulletin et cliquer sur valider. Et c'est fini, vous avez fini de voter. Le président du bureau de vote, lui, il est à l'extérieur parce que vous êtes dans un petit isoloir. Le président du bureau de vote, lui, il est à... Ah, pardon, excusez-moi, je me suis trompé de bouton. Le président du bureau de vote, lui, il est à l'extérieur et il a sur un petit truc la validation de à voter. Donc, il peut constater que le vote a été effectué et vous sortez de l'isoloir. Et donc, il y avait des personnes âgées qui étaient un peu perdues, qui arrivaient là-dedans, qui n'arrivaient pas... Enfin, qui ne savaient pas, qui avaient un doute, etc. Et le président du bureau de vote, normalement, il n'a pas le droit de rentrer dans l'isoloir avec la personne, par souci de secret du vote, c'est important. Donc il restait à l'extérieur du petit rideau et il disait à la vieille dame, voilà, est-ce que vous avez trouvé, madame, le bulletin du candidat ou de la candidate que vous voulez? Vous l'avez trouvé? Oui. Alors appuyez sur le bouton juste sous le bulletin, hein, voilà. C'est bon, vous avez appuyé sur le bouton. Voilà, maintenant vous appuyez sur valider. C'est le bouton vert. Bon, morale de l'histoire, il y avait des vieilles dames moi je me souviens très vieilles et qui vraiment y arrivaient pas, et du coup le président du bureau de vote il disait bon bah, vas-y fuck it. Il rentrait avec elle, il disait alors montrez-moi madame, vous voulez voter pour qui? Sur là, alors voilà, on appuie là, allez-y faites-le, moi je le fais pas mais faites-le avec votre doigt, voilà, et là vous cliquez sur valider, voilà c'est bon, voilà madame, et voilà. Il y a une touche vote blanc, ouais il y a une touche vote blanc. Voilà, c'est les souvenirs que j'ai. J'avais 18 ans, j'avais vu ça. Je m'étais dit, putain, le président du bureau de vote, il est sympa. Hein. Il donne du sien, il file un coup de main aux personnes âgées. Ah, d'ailleurs, je me souviens, dans le bureau de vote, il y avait une autre. Donc, il y avait la machine à voter qui était là au fond de la salle avec le bureau des assesseurs sur le côté. Mais ils avaient mis une autre machine à voter sur le côté qui était débranchée, mais qui servait à montrer aux gens quand ils rentraient dans le bureau de vote. Regardez à quoi ça va ressembler pour les entraîner, pour leur montrer et tout. Voilà. J'aurais bien voulu voir ça en vrai. Bah, ça existe encore, hein. Machine à voter, il y en a dans plein de communes en France. Petite question, Mélenchon arrive quand? Mélenchon arrive dès que le monteur de Blast m'a envoyé la vidéo.
puisque nous avons enregistré le passage de Jean-Luc Mélenchon dans les conditions du direct hier soir à 20 h. Et nous diffusons aujourd'hui, alors on avait dit midi. Le problème, c'est que le monteur de Blast ce matin a rencontré des difficultés avec le fichier, donc là il est en train de me faire un upload. Évidemment, il est dans une cabine de montage dans laquelle son portable ne capte pas, sinon c'est pas drôle. Du coup, je peux pas l'appeler. Il n'avait pas pu être dispo pour le soir du débat, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Jean-Luc Mélenchon n'a pas pu se rendre disponible dimanche soir, malheureusement, mais il nous a fait savoir qu'il le regrettait et qu'il souhaitait surtout quand même participer au débat du siècle. Donc il nous a dit qu'il était chaud pour si on voulait bien organiser une session de rattrapage pour lui, il était à notre disposition. Du coup, on a décidé d'accepter ça et de dire bon, ok, on va le faire. Et donc on a fait encore une fois rentrer des carrés dans des cercles, grâce aux copains de Blast qui nous ont démerdé ça. Merci à eux. Il est sympa, Jean-Luc, en vrai. Jean-Luc, en vrai, il est comme vous l'imaginez. Hein. Il est sympa. C'est pas le. Je sais pas ce que vous attendez. Je sais pas ce que vous appelez par sympathie. Elle est toujours bizarre cette question. Il y a plein de gens qui me demandent il est sympa, machin, mais je sais pas. C'est-à-dire qu'il m'a jamais agressé. Il a jamais été méchant. Non, il est tout à fait gentil, sympathique, souriant. On veut du potin. Ben, je vais vous décevoir, hein, il n'y a pas de potin. Non, voilà. Il est arrivé, il est passé au maquillage. On a échangé trois, quatre phrases sympathiques avant machin. Il s'est installé, il a mis son micro. Il nous a dit merci, merci pour ce que vous faites, c'est chouette, le débat du siècle. On lui a dit que comment allez-vous. Oh, bah, ça va, vous savez, là, en ce moment je bâtonne. Hein, j'ai fait les maires ce matin, là ce soir c'est avec vous, demain je réenchaîne, et puis jeudi il y a Macron qui sort son programme, etc. Donc voilà. Et Jean Massier, il est sympa. Je sais pas, je le connais pas. Il m'a l'air assez imbuvable. Mais bon, je réserve mon jugement tant que je l'ai pas rencontré. Mhm. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon passera dans Backseat? Je l'espère. Parce que c'est notre deuxième projet. Parce que c'est notre mise à jour. Bon alors on en est où là sur la vidéo? Vidéo Mélenchon. Oh le mail qui claque. Ah non, raté. C'est pas le bon mail. Hop. Les faux espoirs. Mais non mais c'est moi qui les ai les faux espoirs. Euh, Le monteur qui a envoyé la vidéo de la presse soirée. Non, 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 non. Mhm. Merci Ashlabac, merci beaucoup. Tu vas débrief juste après. Non, non, je vais pas débriefer le passage de Jean-Luc Mélenchon par souci d'équité avec les autres candidats. Les autres candidats, vous les avez vus dimanche en direct. Et on a fait exprès avec Paloma de ne pas faire de débrief en plateau pour rester dans une posture de neutralité vis-à-vis des candidats. Donc là, je ne vais pas vous faire un débrief de Jean-Luc Mélenchon par respect pour ce principe d'équité avec les autres candidats. Vite, ma pause déj va prendre fin. Ah, je suis désolé. Hmm.
Mélenchon joue quel personnage à Smash? C'est une très bonne question. Je sais pas du tout. Tu savais que la vidéo tarderait à arriver? Bah, c'est-à-dire qu'elle est bizarre cette question. Moi, je l'attendais à l'heure comme vous. Et puis, quand ils m'ont dit qu'ils avaient des difficultés, j'ai compris qu'elle tarderait à arriver. Voilà. Lundi, tu l'as fait le débrief. Ouais, je l'ai fait lundi le débrief, en partie. Kirby. Tu veux pas faire une tier list des candidats? Ah non, mais quel enfer. Par pitié. J'ai trop de respect pour vous proposer ce genre de merde. Ça va 5 minutes. Merci Will. Le fan club de Jean Massier est en train de faire campagne pour le raid de Samuel Etienne ici. Ah ouais, il y a Samuel qui est en train de finir son live. Oh bon, il fait ce qu'il veut, Samuel. Ça m'arrive rarement de streamer à ces horaires-là, donc oui. Prochain Nation Goal, le The Event. Tier list des candidats classés par odeur corporelle. Quelqu'un peut-il me récapituler quand aura lieu le rattrapage? Dans les minutes qui viennent, je l'espère. Alors, bougez pas. Hop, 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 hop. Voilà, télécharger. Je viens de lancer le téléchargement du fichier vidéo. Alors, vous avez vu, c'est en live. Hein. Là, je ne peux pas faire plus live que ça. Donc, ça va arriver. Donc, ce qui va se passer là, les amis, c'est que je vais juste vérifier que la vidéo fonctionne, etc. Machin. Et si tout est bon, je vous la diffuse. Je vous la diffuse sans commentaire, sans rien, comme si vous étiez en direct, pour que vous puissiez regarder le passage de Jean-Luc Mélenchon. Hop, alors attendez, je vais juste faire un test vite fait. Je vais virer ça. Je vais virer ça. Je vais virer ma cam. Ça c'est bon, ok. Ok, d'accord. Tac. Ah, merde, alors évidemment, c'est pas le bon format. Hop, 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 hop. Ah, c'est bon. Ça a l'air de fonctionner. Ça dure 33 minutes, c'est nickel, etc. Ok, et bah très bien. Eh bien, chers amis, sans plus attendre, merci à toutes et à tous d'être là. Je vais donc vous diffuser maintenant l'interview de Jean-Luc Mélenchon, enregistrée dans les conditions du direct, dans le débat du siècle. Jean-Luc Mélenchon s'est rendu disponible hier soir pour tourner son passage, faute d'avoir été avec nous dimanche dernier. Ce n'est pas le même studio que dimanche dernier, c'est les amis de Blast qui nous ont accueillis pour ce rattrapage, merci à eux. Donc voilà, et je vous retrouve juste après. Je débrieferai pas sur le fond, mais je vous retrouve juste après. Laissez-moi juste vérifier, c'est bon, tout est bon. Allez, à tout à l'heure les amis.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans cette session de rattrapage du débat du siècle. Monsieur Jean-Luc Mélenchon n'a pas pu être présent avec nous dimanche soir, mais nous avons tout de même tenu, comme lui, à pouvoir s'entretenir avec lui dans les mêmes conditions que les autres. J'en profite pour remercier les amis de Blast qui nous prêtent leur studio pour qu'on puisse organiser ça. Oui, on vous le rappelle, l'objectif de ce débat du siècle, c'est de mettre l'urgence écologique au cœur de cette campagne et que vous puissiez vous faire une idée sur la vision des candidats face à ces questions-là. On vous rappelle qu'il y a eu une émission qui a été tournée dimanche et vous pouvez retrouver le replay sur la chaîne YouTube de Blast et aussi sur la chaîne Twitch de Jean Massier. Vous êtes déjà près d'1 demi-million à l'avoir regardé, donc continuez à partager cette émission pour vraiment qu'on parle de questions écologiques. Et parmi les candidats invités, nous rappelons qu'il n'y a plus qu'Emmanuel Macron qui n'a pas répondu à notre appel. On le montre avec cette émission, on est tout à fait flexible, donc nous réitérons notre invitation aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation à participer au débat du siècle. Vous êtes député des Bouches-du-Rhône. Vous avez présidé pendant la majeure partie de ce quinquennat le groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Vous êtes désormais le candidat de l'Union populaire à cette élection présidentielle. C'est votre 3e candidature et vous défendez un programme L'Avenir en commun dans lequel l'environnement a une place centrale puisque vous prônez, je cite, une bifurcation écologique. Oui, vous voulez penser la politique de la nation à partir de l'urgence écologique et climatique et vous proposez notamment l'instauration d'une règle verte, c'est-à-dire le fait de ne pas prélever davantage à la nature que ce qu'elle est en état de reconstituer. Donc on va y revenir. Comme les autres candidats, on vous propose ici, en 4 minutes, de présenter votre vision. Donc dans l'émission Face à la guerre sur TF1, hier, vous avez déclaré un autre monde est possible. Ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est que vous nous expliquiez très concrètement à quoi ressemblerait ce monde-là et en quoi nos vies seront différentes à la fin de votre quinquennat si vous êtes élu. Ah bah. Non, mais je commence d'abord par vous remercier. J'étais vraiment dans l'impossibilité dimanche dernier d'être avec vous. C'était pas l'envie qui en manquait, mais voilà, c'était comme ça. Alors me voilà. J'avais pas prévu de faire un concentré de ma présentation, mais je sais pas bien par quel bout je peux prendre ça. Je pense que je suis obligé de ruser. Parce que fondamentalement, je crois que le changement climatique est commencé, qu'il est irréversible, et que comme ce n'est pas une évolution linéaire, le changement climatique, c'est un système métastable. Comme tous les systèmes métastables, il bouge par paliers. Et ce sont des paliers, chaque fois violents, et qui impliquent des modifications radicales du fonctionnement de ce qu'on appelle dans le programme L'Avenir en commun, le système de la nature. Mais personne ne peut prévoir le délai qu'il va y avoir entre les différentes étapes. Déjà, nous sommes dans une étape avec des caractéristiques qu'on observe déjà. Nous, dans notre région, ça va s'appeler le phénomène méditerranéen. C'est-à-dire, tout d'un coup, il tombe des quantités de flotte considérables. La nature, en toute hypothèse, ne savait pas absorber ça, elle le sait encore moins. La Méditerranée réchauffe plus que la moyenne des mers et des océans. Donc, à chaque fois que la température augmente, l'évaporation augmente et les événements sont extrêmes. Je prends cet exemple parce que tout le monde a à l'esprit la vallée de la Roya qui correspond à des phénomènes qui n'avaient jamais été vus de cette façon. Oui, avec la tempête Alex. Tu vois, tout est détruit. Et ça, c'est pour le système global et les conséquences que ça a, c'est-à-dire la réorganisation de la société humaine pour faire face, et je manque juste qu'on médite ce mot, sur une époque d'incertitude écologique permanente. Les conséquences de l'incertitude écologique permanente, c'est que tous les systèmes de savoir sont pris à revers. Le système traditionnel, celui qui m'a expliqué la première fois le problème des systèmes traditionnels, il m'expliquait que pour eux, ils attendaient que le courant d'eau chaude fasse monter le courant d'eau froide, et à ce moment-là, les coquilles, c'est en Amérique latine, apparaissaient sur les rivages, et ils savaient qu'ils se trouvaient 2 mois avant les pluies. Donc dès qu'ils voyaient les coquillages apparaître, la pluie allait arriver, tout le monde se dépêchait d'aller labourer. Si le passage de l'eau froide et de l'eau chaude est plus au même moment, n'est plus la même intensité, tout savoir traditionnel est fichu par terre. Pour nous, façade atlantique, ça serait le Gulf Stream et le ralentissement du rouleau. Personne ne sait ce que ce truc va donner. D'ailleurs, tout le monde s'en fout, ça tombe bien. Aucune politique internationale ou locale ne tient compte du fait qu'il peut y avoir un changement radical du climat à ces endroits-là. On ne parle même pas de montée des eaux. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi pourrait ressembler cette J'ai tout autre prévu. monde ?
J'ai tout prévu. Alors dites-nous. Ben non, évidemment que non. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est le principe d'incertitude. D'accord. Donc l'incertitude écologique, c'est terrifiant. Ça veut donc dire que la manière de gouverner doit changer. Je prends un exemple. Je suis allé au Saut du Doubs. Il n'y a plus de Doubs à cet endroit-là. Peut-être qu'il est revenu entre-temps. Et je demandais au géologue qui est là, qui est plutôt un copain, j'ai l'impression, parce qu'il vote pour moi. Et je lui dis, mais alors bon, je fais quoi, moi qu'est-ce que je dois décider? Il me dit, fais ce que tu veux. De toute façon, je ne sais pas. Parce que le climat peut changer dans 20 ans à nouveau, peut-être dans 30 ans, peut-être plus vite. Donc, nous ne savons pas où nous allons. Alors là, je peux le dire ici, parce que c'est une extrême gravité, ce que je suis en train de dire. Il va falloir apprendre à gouverner en état d'incertitude écologique permanente. Ensuite, vous avez vu que mon discours est construit autour d'un thème qui n'est pas celui de la transition écologique. Parce que Vous parlez de bifurcation. Oui, parce que les systèmes métastables, comme je le disais tout à l'heure, bifurquent. C'est-à-dire, si vous considérez que c'est un système en dynamique, une société, c'est un système en dynamique. On peut dire entre demain et aujourd'hui, bon, au moins dans le temps. Eh bien, le mot bifurcation, ça veut dire que tous les paramètres sont les mêmes, et il y en a un qui change, et tout le système change de direction. Alors, en mal comme en bien. Pour prendre un exemple simple, vous imaginez une voiture sur une route toute droite, la vitesse reste la même, la route est la même, la bagnole est la même, mais il rentre dans le cockpit une guêpe. Et évidemment, il va y avoir un événement qui n'est pas proportionnel à la piqûre, hein, mais ça va être que tout ça part dans le décor. Donc la bifurcation... On arrive au bout des 4 minutes d'introduction, mais on va continuer à détailler justement cette bifurcation que vous proposez. Comme vous le savez, Jean-Luc Mélenchon... Je finisse la phrase. Allez-y, finissez votre juste phrase. la phrase. Hein. La bifurcation s'oppose à l'idée d'une transition qui serait aimable, gérable, parce qu'on en prévoirait tous les termes. Non, on ne prévoira pas tous les termes, et ça n'a rien à voir avec une logique de transition douce, ou même, alors évidemment, ce qui va avec, c'est dépasser le capitalisme, formule extrêmement sympathique, mais dont la signification concrète est voisine de zéro, compte tenu de ces deux paramètres. On va en parler. Comme vous le savez, Jean-Luc Mélenchon, l'État français a été condamné par la justice à 2 reprises parce que la France n'est pas dans les clous des accords de Paris qui prévoient la réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 d'ici à 2030. L'Union européenne fixe un objectif à 55% et vous fixez un objectif à 65% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est extrêmement ambitieux. Comment pouvez-vous dire que c'est possible en 8 ans seulement? Mais ce n'est pas la question de savoir si c'est possible. La question est de savoir si c'est nécessaire. Quand on est sorti de la COP 21, au moment de signer, ils avaient marqué 2. Alors, les représentants 2 des degrés. 2 degrés. Oui. Alors, les types des îles sont venus dire, nous, on veut signer, hein, mais si vous mettez 2, nous, on ne peut pas signer ça, vu que à 2, on est noyé. Alors, très bien, on va mettre 1,5. Alors, on a mis entre 1,5 et 2 degrés de dérive autorisée. Très bien, et après, on a demandé à chaque État d'envoyer sa copie. Chaque État a envoyé sa copie, résultat, 3,5. Et maintenant, on en est à combien? 4, prévisionnellement. Donc, la question n'est pas de savoir si c'est possible. Si vous ne le faites pas, vous serez écrasé. Vous aurez des événements climatiques qui vous détruiront vos installations, qui couperont vos routes, qui feront sauter vos centrales nucléaires, parce qu'encore hier soir, on a entendu le chef de l'État raconter une salade, d'après laquelle l'énergie nucléaire serait une énergie non intermittente. Ça veut dire que tu n'es même pas renseigné pour savoir ce qui se passe avec les fleuves et le refroidissement. La question qu'on peut se poser, c'est que pour le moment, il n'y a pas eu de transformation de cette ampleur-là, que ça n'a pas été réussi pour le moment. Donc si on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir si c'est possible ou pas. Justement, dites-nous comment est-ce que vous comptez y arriver, justement. En jouant tous les paramètres qui sont notamment dans le scénario négawatt, parce que ça nous aide. Si nous changeons le paramètre de la consommation d'énergie, nous changeons un des paramètres qui conduit directement à la bifurcation, puisque l'utilisation d'énergie de manière croissante pour les besoins du modèle productiviste nous conduisent dans le mur. Donc on sait que si on réduit la consommation des produits qui conduisent à la carbonisation de l'atmosphère, eh ben on va y arriver. Donc il faut appuyer sur tous les boutons en même temps. C'est dur, parce qu'il faut appuyer sur tous les boutons, puis en même temps sortir du nucléaire. Donc c'est une seule et même chose. Ce n'est pas 2 choses, c'est une seule et même chose. Nous allons sortir du nucléaire en instaurant un mode de production de l'énergie qui va nous permettre d'en consommer d'abord moins, mais surtout autrement. C'est pourquoi des énergies comme l'énergie qui viendrait des centrales éoliennes offshore
qui sont, comme vous le savez, à la fois capables de bénéficier d'une permanence de fonctionnement beaucoup plus grande que celles qui sont à terre, et avec un niveau d'utilisation qui est comparable à celui du nucléaire les beaux jours. Donc l'argument de l'intermittence ne fonctionnera pas. Mais cette énergie, l'intérêt qu'elle a, c'est qu'elle permet d'alimenter directement en électricité, et le surplus, vous savez qu'un système électrique dans un pays, ça doit rester à l'équilibre. Quand vous produisez trop, il faut arrêter. Plutôt que d'arrêter, on produit et on stocke de l'hydrogène. Tout ça, on sait le faire. Toute cette machine, elle est en face de Saint-Nazaire. Donc j'ai dit, on appuie sur tous les boutons. Alors, voilà. Alors justement, vous venez de parler du premier bouton. Vous avez dit sortie du nucléaire à horizon 2045, 100% d'énergie renouvelable en 2050. C'est votre proposition. Vous vous basez, vous l'avez dit, sur le scénario négawatt. Oui. Ce scénario prévoit des changements radicaux dans nos modes de vie, notamment la division par 2 de la consommation de viande, par exemple, la division par 2 de la consommation d'énergie au global. Une augmentation du taux de recyclage jusqu'à 85% en moyenne. Comment comptez-vous dire aux Français l'impact que ça va avoir sur leur vie, cette sobriété? Il va falloir qu'ils s'organisent, on l'a déjà fait. Ce sera vous le chef de l'État, ce sera à vous de l'organiser pour les Français. Non, le chef de l'État, c'est pas un monarque dans mon esprit. Il y a des gens qui font, il y a des commissions parlementaires, il y a des groupes, les citoyens, ça peut pas être un truc qui descend du dessus, et où j'apparais à la télé, tel Macron, tous les jours, pour dire aujourd'hui on mange pas de banane, demain on éteint la lumière à 5h de l'après-midi. Enfin, ça va pas être ça. C'est vraiment quelque chose de concerté, de planifié. Le concept central, c'est la planification écologique. Mais vous savez, sur toutes ces idées, on a avancé, mais pas encore assez. C'est notre question, c'est qu'en fait, ça demande vraiment une transformation de la société et un changement culturel qui n'est pas du tout présent aujourd'hui. Mais les gens seront contents de le faire, vous verrez. Parce que, bon, tout le monde aime bien faire. Ce que les gens n'aiment pas, c'est qu'on les prenne pour des cloches. Qu'on leur dise, on va régler le problème, chauffez-vous moins, parce que c'est la guerre avec la Russie. Ou des salades comme ça, ou mettez la machine à laver le soir. Les gens comprennent bien qu'on se fout d'eux. Mais si moi j'explique que ça ne peut plus durer, par exemple, puisqu'on parle des déchets, on va donc réduire, on va prendre des mesures drastiques sur les emballages, sur des choses comme ça. Ensuite, la collecte des déchets. Si on veut que ça fonctionne, il faut mettre un dépôt à peu près tous les 50 km, m'a-t-on dit. Parce qu'on m'a dit, si tu mets plus que 50 km, les gens ne viennent pas. Or, pour nous, c'est... Alors, inconvénient, il faut mettre une déchetterie, il faut y aller, bon, etc. Alors, après, il faut monter à la voiture, la catastrophe. Ça, ce n'était pas prévu. Donc, il faut un système de ramassage. On aura des planificateurs professionnels dont c'est le métier, vous les mettrez dans un bureau, et puis vous leur direz, voilà, les gars, les filles, débrouillez-moi cette affaire-là. Mais moi, je sais qu'ils savent le faire. Quand je suis allé à l'école d'ingénieur à Nantes à propos de l'éolienne offshore, je leur ai pas dit, dites donc, est-ce que... J'aurais dit, bon, si j'accède au pouvoir, vous allez vous retrousser les manches parce qu'il m'en faut 40 par parc. Bref, les gens seront contents de le faire. Et en même temps, on aura un avantage. D'abord, on aura réduit les causes de la catastrophe, mais surtout, on va accéder aux mines urbaines que sont les déchetteries comme capacité de recyclage. Donc il ne faut pas le voir qu'en négatif, en se disant « Oh là là, mon Dieu, ça va nous priver de ceci, ça va nous obliger à cela ». Vous êtes obligés tous les jours de faire des dizaines de trucs absurdes. Enfin, absurdes, si on les considère un petit peu vu de la planète Mars. Vous vous levez matin pour faire ceci, pour faire cela, bon ben voilà, vous lèverez pour autre chose. Mais justement, quand on parle de consommation énergétique divisée par 2, les scénarios RTE prévoient pour certains une division de 40% de notre consommation d'énergie. On parle vraiment d'une transformation de la société. Donc comment est-ce qu'on se projette là-dedans? À quoi ressemble une France dans laquelle on a divisé notre consommation d'énergie par 2? D'abord, tout le monde s'y met. Alors à quoi on a organisé la division par 2 de notre énergie? Oui, d'abord, on va regarder tout ça parce que... à quoi ressemble Oui, mais alors, quelle est l'efficacité énergétique de ce qui est en place aujourd'hui? On peut imaginer qu'on va réduire la consommation d'une manière extrêmement forte. Par exemple, je dirais, premièrement, on va isoler. C'est des petites choses isoler toutes bêtes. Le logement, oui. Isolement thermique. On peut dire, on va cesser de consommer de l'électricité la nuit pour éclairer tous les panneaux publicitaires. Bon, c'est un exemple un peu très light, mais c'est très léger. C'est ça qu'on vous demande de décrire, ce changement radical. C'est toutes ces choses qui vont bouger. Puis il y a celles que je ne connais pas, parce que je ne sais pas. Mais je me dis, bon, ceux qui ont inventé les LED, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont trouver un moyen de nous faire de l'éclairage à encore plus basse tension, et ainsi de suite. Donc simplement, on change de pied parce qu'on arrête de dire aux gens, vous inquiétez pas, tout va bien, on continue comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu as trouvé? La machine qui va me gratter dans le dos? Ben non, tu vas le faire avec tes ongles. Bon, c'est ça que j'essaye de dire. Alors, je n'en connais pas tous les aspects, mais j'en connais les aspects principaux et les choses à pas faire. Par exemple, pour réduire la consommation
de carbone, en partant d'une pure logique capitaliste, inventer le marché carbone, qui est une aberration. D'abord, dans ses principes, n'est pas acceptable. Personne n'est capable de fixer le prix de la nature. Un prix, normalement, c'est l'évaluation de la quantité de travail payée pour obtenir un résultat. Qui est capable de me dire de quelle quantité il faut réduire parce qu'il a tellement bien maîtrisé toutes les interconnexions entre la biodiversité, le mouvement des marées, le mouvement du ciel, peut dire voilà, 1 mètre cube d'air pur, ça coûte tant. Ce n'est pas vrai. Donc, je suis contre le fait qu'on fixe mais je suis contre le fait qu'on fixe un prix à la nature, parce que le marché carbone, ça s'appelle d'un autre nom, c'est le droit à polluer, qui est donné à ceux qui peuvent se le payer. Vous l'avez dit, ces changements radicaux vont impacter la vie quotidienne des Français. Vous savez comme moi qu'il y a des tensions démocratiques qui apparaissent sur ces sujets-là. On l'a vu avec les bonnets rouges au moment de l'écotaxe, on l'a vu avec les gilets jaunes au moment de la taxe carbone, on le voit actuellement sur le terrain lorsqu'il y a des éoliennes qui veulent s'installer, des résistances locales. Cette question démocratique, comment vous la gérerez quand vous serez au pouvoir? Alors, d'abord, elles ne sont pas toutes de même nature. Hein. C'est clair que la résistance aux taxes, je la comprends quand vous êtes déjà pris à la gorge. Parce qu'une partie du discours de la vieille écologie fait comme s'il n'y avait pas de rapports sociaux de production, comme s'il n'y avait pas de salariés, comme si les payes n'étaient pas un enjeu, etc. Non, moi je l'intègre. Par exemple, quand je dis je vais augmenter le SMIC, j'ai toujours dit c'est une mesure écolo. Parce que les gens qui sont mieux payés vont mieux manger. Ils vont donc aller acheter pour leurs gosses, non pas la malbouffe à 2 balles, mais celle qui va coûter c'est ce que vous dites de la réduction du temps de travail aussi. Et ainsi de suite. À condition que ce soit produit, cette nourriture de meilleure qualité. C'est donc la bifurcation. Mais vous avez raison. Mille fois raison. Mais pour diminuer, par exemple, la consommation de ce qui est hautement carboné, comme les intrants, les engrais, etc., les pesticides, il faut plus de monde au boulot. Donc ça va coûter plus cher, parce que les gens aussi ont droit à une vie digne. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour les paysans. Il ne reste plus que 400 000, il y en a moins que d'étudiants. Hein, et ils ne sont pas un tous les 2 jours. Bon. Donc, ils ont droit à cette vie-là. Mais pour ça, il faut que les gens soient mieux payés. Et quand je dis on va arrêter les engrais, regardez la chaîne de décision. Puisqu'on va arrêter d'amener des pesticides de tous les côtés, alors, très bien, qu'est-ce qu'on fait des produits qui rentrent, qui, eux, ont été cultivés avec des pesticides? Vous n'avez qu'une solution, les empêcher d'entrer. Donc, vous allez avoir du protectionnisme. Il ne faut pas, c'est pour ça, si je cite ça, c'est pour dire, une chose en entraîne une autre. Moi, je mettrais en place du protectionnisme solidaire. Je ne peux pas faire ça comme ça. Mais la question qui se pose, c'est celle de l'acceptabilité sociale. Non, c'est pas un reproche que vous nous faites. La question qui se pose, c'est celle de l'acceptabilité sociale de certaines mesures, parce qu'on sait qu'il y en a certaines sur lesquelles les personnes vont se dire oui, bien sûr, c'est évident, et d'autres sur lesquelles ça demande un effort, ça demande de renoncer à quelque chose. Oui, mais ce sont des choix de société. Moi, je suis pas d'accord, c'est pas vrai. Non, mais donc comment est-ce que finalement vous arrivez à convaincre les Français d'aller vers cette autre société quand on voit, par exemple, vous voyez les manifestations qu'il peut y avoir au niveau local sur les éoliennes, les débats qu'il y a pu avoir dans la Convention citoyenne sur, par exemple, le 110 km/h. On voit qu'il y a des mesures comme ça aussi sur lesquelles il y a des tensions. Donc, comment est-ce que vous dénouez ces nœuds? On discute, on convainc, et puis on écoute aussi. Parce que en tant que président, vous allez discuter, vous allez organiser ça. Donc, c'est au niveau local, c'est les collectivités, c'est qui? Allez-y, monsieur Mélenchon. Non, mais parce qu'il faut que je mette de l'ordre dans mes idées pour vous répondre de manière un peu synthétique. D'abord, on discute. Il ne peut pas être question que l'écologie politique, comme nous la concevons, ça soit une dictature. Bon, ça, c'est pas possible. Il n'y a pas un parti d'avant-garde qui connaît la vraie vérité, la révèle au peuple et lui sert de conscience. Donc, on discute et on convainc. Quand les gens disent qu'ils n'aiment pas les éoliennes terrestres, on peut le comprendre. Alors, quelle est la solution? Leur imposer de force des éoliennes terrestres? Ça peut être une des solutions. Si tout le monde décide, on leur dira, écoutez, pas de pause, c'est chez vous que ça tombe. Mais on peut aussi se dire, écoutons ce qu'ils racontent. Et on peut dire, plutôt que des éoliennes terrestres, installons des éoliennes en mer. Les éoliennes en mer, à 20 bornes comme c'est à Saint-Nazaire, elles ne dérangent personne si vous avez discuté avant, avec les pêcheurs. Le contraire de ce qui a été fait pour celles qu'on met à Boulogne, pour ne pas les mettre là où il y a où est-ce qu'il habite, là, Macron. Au Touquet. Bon, il ne voulait pas les mettre là, donc ils les ont mis à Boulogne, en plein milieu d'un champ de reproduction de poissons. Donc c'est pas vrai que les gens sont méchants, cruels, absurdes et égoïstes. Donc chaque fois qu'on discute, on peut avancer. Après, c'était quoi la deuxième question? Excusez-moi. C'est toujours la question de la démocratie et de l'acceptabilité sociale. Vous parlez de discuter et de convaincre. Vous vous êtes dit favorable à un référendum sur le nucléaire. Ça aussi, vous voulez que ce soit un moment de votre quinquennat? Non. Vous n'êtes plus sur cette position aujourd'hui? Non. Vous avez dit que peut-être vous pourriez en mettre un en place. J'ai dit qu'on pouvait, parce qu'à un moment donné, on pensait qu'on pouvait s'accorder à nouveau avec les communistes. Oui, c'était à ce moment-là. On connaissait le tarif d'entrée,
pour s'entendre avec eux, c'était le même qu'en 2010. Donc vous êtes Ils plus étaient pour le favorable à ce nucléaire. référendum Non, mais c'est aujourd'hui? que j'ai aucune raison de céder à un référendum. Je suis convaincu, si les gens votent pour moi et que je suis président de la République, on sortira du nucléaire, il n'y a pas besoin de référendum. D'accord. Sauf si je m'aperçois que c'est intéressant de faire valider par un référendum, parce que pour accélérer le processus. Parce que honnêtement, moi j'ai accepté le scénario négawatt, mais je le trouve, je l'accepte parce qu'il existe et qu'il fait l'objet d'un certain consentement. Mais pièce par pièce, aujourd'hui, je n'ai pas les outils de l'État pour savoir si je peux accélérer la cadence, si je peux finir plus vite. Parce que si vraiment le danger est ce que je dis, il faut se dépêcher. Oui, Il mais faut c'est la démonter. question qu'on vous posait Mais au oui, début. il faut démonter la centrale de nos gens dès qu'on peut, ou en tout cas l'arrêter. De la même manière, pour une série d'entre elles, celles qui vont être dans l'eau, comme la centrale du Blayais, celle qui est là-haut dans le nord, celle qui est dans la zone. Bon, alors je reviens sur comment on rend acceptable. Ben, d'abord, ce n'est pas le chef qui va vous dire ce qu'il faut faire. Il y a un instrument de planification. L'instrument de planification écologique oui, que vous... on a prévu un conseil, mais bon, parce que les copains sont tombés là-dessus, mais moi je trouve que tout ça, ça embrouille l'esprit, et c'est tout ce que ça fait. Non, mais bon, C'est dommage. C'est dommage. Non, mais bon, je fais une critique, j'ai le droit. Ah, quand Vous même avez de- parfaitement le droit. Je ne peux pas être d'accord avec moi-même à 100%. Hein. D'accord, mais très bien. Donc il y aura un conseil, mais je ne veux pas qu'on donne l'impression aux gens qu'on va y aller à coups de couche, qui décident, qui ne sais pas quoi. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, comment On ça a va se des passer? objectifs généraux. Mm. Ils vont être donnés. Par exemple, la sobriété énergétique. On va dire qu'il faut qu'on réduise de temps la consommation. Bah, après, au boulot, les planificateurs regardent où on peut faire les plus gros gains. Mais après, comment on s'y prend? Comment la demande va monter? Comment l'application va descendre? Là, il y a un rouage qui, pour moi, est central, essentiel. C'est la commune. D'accord. Je crois D'accord. au communalisme, à la démocratie communale, parce que c'est la démocratie la plus entraînée, la plus approfondie, la plus enracinée. Et ensuite, il y a évidemment les corps intermédiaires qui existent soit au niveau communal, soit aux autres niveaux, régional, départemental, etc. Donc, si vous voulez, les structures administratives de l'État n'ont pas de sens si elles n'ont pas de finalité. On ne crée pas des départements pour que ça fasse des départements. Et si je dis les départements, c'est pour ruser avant d'en venir à la région, qui est l'instance qui n'a pas de sens dans ce pays. Elle s'occupe du développement économique Oui, aujourd'hui, voilà, les conseils c'est ça. régionaux. Il n'y a qu'à voir comme c'est réussi. Ça n'a pas de sens. D'abord parce qu'on a créé les régions. Il y a maintenant, là, on a commencé en 1955. Ouais. C'était une entité administrative. Puis on a rebondi en 72, etc. Et puis on les a tricotés, détricotés, Mais retricotés. pour revenir au Conseil de planification écologique... Je donc, termine vous- juste sur la D'accord. région et après c'est fini, ça va aller vite. La région, je lui assigne une tâche centrale, essentielle, par rapport à la transition et à la bifurcation écologique. Elle est responsable de l'eau. Donc chaque région correspond à un bassin versant. Il y a 24 bassins versants dans le pays. On peut descendre à 22 si on veut, c'était les anciennes régions. Je propose de repartir des anciennes régions, qui s'adossent elles-mêmes sur les départements, dont les 3/4 D'accord. sont organisés autour d'une rivière. Donc ce que je voudrais dire, c'est que la crise de l'eau étant la prochaine grande crise, on ne va pas attendre qu'elle ait lieu pour se demander qui s'en occupe de manière assez fine pour que ce soit appliqué. Le dernier rapport du GIEC appuie Oui. sur la nécessité d'adapter nos sociétés aux conséquences du changement climatique. Vous proposez un plan d'adaptation assez ambitieux contre l'élévation du niveau de la mer. Je rappelle qu'à horizon 2100, on imagine qu'avec la montée d'1 mètre de niveau de la mer, c'est pour la France seulement 1,4 million de personnes Oui. concernées. Comment est-ce qu'on adapte la France au dérèglement climatique? Eh bien, on dit la vérité aux gens. On leur dit, écoutez, voilà, c'est la cata. On aurait préféré que pas. Mais c'est comme ça. La flotte va monter de tel niveau. Donc, tous ceux. En plus. Notamment Outre-mer, et vous en parlez. Oh bah oui, puis alors, Parce que justement. le dernier rapport du GIEC explique notamment que, par exemple, il va y avoir des risques de submersion en Guadeloupe à partir de 2030. Donc, Ouais, on ouais. parle vraiment d'un Mais futur là, très proche. les Caraïbes, c'est un peu plus simple parce qu'on a un exemple de gens qui s'y sont préparés, c'est Cuba, qui a reculé toutes sortes de choses, qui a mis une marge entre le rivage et les premières constructions. Disons qu'ils ont une expérience pratique. Mais sur l'Hexagone, personne n'a jamais travaillé sur ce thème. Alors, le recul des constructions, bon, c'est beaucoup de travail. Ce que je voudrais en même temps passer comme message, c'est que ceux qui croient qu'une écologie politique concrète, c'est le retour à la caverne et à la bougie, c'est qu'ils rêvent d'un paradis qui n'existera jamais. Parce que non, c'est beaucoup de boulot, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, on a besoin d'une masse de gens qui s'y mettent. Tout à l'heure, on a parlé des paysans, je n'ai pas eu le temps de vous dire le chiffre, mais pour faire l'agriculture en question, il faut 200 à 300 000 paysans. Il va falloir les trouver, parce que vous me parliez de
la gestion démocratique, comment je fais pour convaincre des gens d'aller faire paysan? J'ai intérêt à trouver des bons arguments. Alors, il y a des gens qui ont envie d'être paysans aujourd'hui, mais il n'y en a pas 200 000. Et ainsi de suite. Donc, la transition, elle doit faire des plans. Alors, c'est par région, c'est par département, pour dire... Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, vraiment dans les grandes lignes, pour que les personnes qui nous écoutent comprennent quelles sont un peu les grandes voies de votre plan d'adaptation aujourd'hui, justement, à tous ces risques qu'on connaît? Rien, moi. On parlait d'inondations, etc. Mais vous me jugez omniscient, moi je ne suis pas omniscient. C'est votre programme qu'on vous demande. Nous, on a lu votre programme, on vous questionne dessus. Oui, j'ai compris. Mais mon programme dit qu'il y a une commission de planification. Il dit qu'il y a des communes qui s'en occupent. Et vous voudriez que moi, Mélenchon, je vous dise maintenant, la commune de Ratapoil-les-Bains va faire comme ci et comme ça. C'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas à la fois demander une application démocratique de la société et 5 minutes après faire le contraire en demandant à un président de la République de dire comment on s'y prend. Non, c'est simplement nous expliquer, par exemple, les fonds que vous allez mettre pour faire face à l'érosion des côtes. Vous voulez savoir quoi? Combien ça coûte? Non, pour qu'on ait un peu une idée, en fait, des différents chantiers, pas forcément de comment ça va se passer. On sait que vous mais savez même pas ça, je ne les connais pas tous. Je vous parle de l'érosion des côtes, mais ce n'est même pas le sujet. Si la flotte monte d'1 mètre, on ne va pas parler d'érosion, c'est un changement du tracé de la côte. Si vous avez vu les endroits où ça commence à bouger, il faut aller dans les Landes pour le voir. Comment s'appelle cette station de plage? J'ai trouvé ça génial. Enfin, c'est la folie, quoi. On a mis un tube à un endroit pour pomper le sable, on l'amène à l'autre endroit pour qu'il y ait du sable. Bon, c'est pour dire, on ne parle plus simplement d'un changement de trait de côte. On parle d'un recul de toute l'activité humaine de, je ne sais pas combien, peut-être 50 mètres, 100 mètres. Je ne suis pas omniscient, je ne sais pas, je ne suis pas ingénieur, hydraulique et tout ça. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis sûr que l'eau va monter, je suis sûr qu'il faut enlever la centrale du Blayais. Quand je vais arriver dans le bureau, je vais dire, bon alors, 1 mètre, première conséquence. Il y a une série d'ingénieurs qui vont me dire, la centrale du Blayais, la centrale de machin, il faut déménager tout ça. Comment on va s'y prendre? Alors, oui, voilà ce que je peux vous dire. Augmentation aujourd'hui en France sur cet montée enjeu de l'eau, d'adaptation, en fait. garantie qui n'est pas simple à organiser, du transport, de l'énergie, notamment de l'énergie électrique, parce que qu'est-ce que vous faites quand tout ce qu'il y a dans le coin tombe par terre, comme ça s'est produit pour la tempête qu'il y avait eu dans les Landes, si vous vous souvenez. Qu'est-ce que vous faites quand il y a un événement méditerranéen extrême? Alors moi, je sais au moins une chose, comme je ne rêve pas, c'est qu'il y aura besoin de bras. Parce que la première fois que vous avez un événement catastrophique, tout le monde vient. Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, c'est l'armée qui est très mobilisée sur ces catastrophes naturelles. Oui, mais il n'y en a pas assez. Donc, on va rétablir la conscription. Et dans la conscription, il y a une partie qui est militaire, mais c'est la partie... C'est pas la plus importante. Une génération, c'est 750 000 jeunes qui arrivent tous les ans. Mobiliser 750 000 personnes, c'est un boulot considérable. Donc, on n'y arrivera pas d'un coup. Il faudra faire monter en puissance et qu'on sache comment faire, parce qu'il ne s'agit pas d'encaserner 750 000 personnes. Et puis, ceux qui vont venir, alors là, c'est un autre sujet, c'est le choc économique que moi, je veux déclencher. Il va falloir qu'on les paye. Je ne suis pas d'accord pour qu'ils viennent gratis. Ils seront tous minimum au SMIC. Qu'est-ce que ça nous donne? L'élite de la jeunesse formée, quand ils sortent de la fac, ils sont au plus haut niveau, ils sont tout jeunes, ils ont de la disponibilité, mais ils sont au top niveau, notamment pour le numérique et le reste. C'est des exemples. Donc tous ces gens-là, ils vont être mobilisés, et puis allez, les uns l'appellent la pioche, les autres la planification, d'autres encore d'autres activités, tout le monde s'y met. Il n'est pas possible de faire un changement d'une telle ampleur, de faire face aux catastrophes qui arrivent, en croyant que la vie va continuer comme avant, où on va pouvoir être tranquillement à dire tiens, à propos, ils ne sont pas encore passés pour faire le boulot. Ça, c'est pas possible. Ça n'aura pas lieu. J'essaye de préparer, en tout cas, nous, on est préparés intellectuellement à une situation de bouleversement complet du fonctionnement de la vie du pays. Mais est-ce que c'est un bouleversement qui va être aussi pour le mieux? C'est-à-dire que comment est-ce que la... Non, mais c'est la question qu'on vous pose. Non, mais moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Oui, alors en quoi? Ça va être mieux? Oui. C'est plus sympa, c'est plus tranquille, parce qu'on va partager le temps de travail, parce que les gens, on va faire appel à leur intelligence, on va changer la vie, c'est super excitant de faire ça. Vous savez, quelqu'un avait, je crois que c'est Keynes qui disait ça, de quel était le plus grand risque pour les gens à partir du moment où on aurait tout mécanisé. Il avait dit, c'est que les gens tombent en dépression parce qu'il n'y aura rien à faire. Et faire, s'activer, venir au secours des autres, inventer des solutions, c'est suprêmement motivant. Et on peut avoir une vie plus sympa que la vie qu'on a aujourd'hui, qui est la course effrénée à la consommation, et puis en même temps dans des océans de pénurie. Là, nous vivons tranquillement, bien au chaud, il y a 12 millions de personnes qui grelottent, 8 millions de personnes qui ne mangent pas. Oui. Alors après, on va m'expliquer que le capitalisme, que le socialisme va créer des pénuries. Non, on vit dans la pénurie.
Et cette pénurie, elle porte un nom, s'appelle la pauvreté. Et donc elle vous a dites une que ces racine. gens-là vont sortir de cette pauvreté-là avec votre programme? Eh bien oui, parce qu'ils vont travailler. Comme vous le savez, tout travail produit une richesse. Donc après, la norme entre le salaire et l'accumulation et la réserve, bah voilà, c'est une règle sociale de répartition. Vous avez Oui. déclaré le monde est en attente qu'un pays lance ce signal. Ouais. Je voudrais vous demander votre politique internationale en matière de climat. En ce moment, Ah on ouais. parle beaucoup de guerre et de militaires pour des raisons Mais vous faites évidentes bien de faire le d'actualité. rapprochement. Le rapprochement peut être fait, je vais vous laisser le faire, mais comment est-ce que vous, président de la République, vous emmenez les autres pays, je pense notamment à la Chine et aux États-Unis, dans un effort qui doit être planétaire? Vous avez proposé un tribunal international de justice climatique, par exemple. Ça fait partie de ce genre d'outil que vous voulez créer? Bon, ça s'appelle que c'est une révision générale aussi de ce qu'est la diplomatie de notre pays. Je mets de côté toutes les questions de défense et autres. Vous connaissez. Je vous préviens juste, Jean-Luc Mélenchon, il vous reste 2 minutes. Parce Ce sera la dernière doit question. avoir 30 minutes. Alors, ça s'appelle une stratégie diplomatique altermondialiste. D'abord, ce n'est pas mon invention. Il ne faut pas avoir trop de mépris pour les pays qui proposent. Il y a déjà des pays qui proposent le tribunal sur l'écocide. C'est la Bolivie qui l'a proposé. L'introduction de l'ONU, de l'eau dans toutes les constitutions, c'est la Bolivie qui l'a fait. Le fait que les sociétés multinationales aient une responsabilité et sociale et écologique, et que donc elles soient convoquées devant des tribunaux ou des lieux de discussion des litiges, c'est l'Argentine qui l'a proposé. Non. L'Argentine, c'était la dette. C'est l'Équateur et l'Afrique du Sud. Donc, est-ce que la France peut être précurseur, en fait, la sur France ces questions? peut se mettre dans cet ensemble. Pour qu'elle y arrive, il faut qu'elle soit non alignée. Si quand on arrive, on se dit « Ah ben tiens, voilà l'OTAN qui arrive », c'est clair que l'affaire est terminée, personne ne discute avec vous. Et quand on veut discuter avec la Chine, pardon, j'invite tout le monde à un peu de modestie. Ils sont plus avancés sur un certain nombre de programmes écologiques qu'on ne l'est en Europe ou aux États-Unis d'Amérique. Bon, et ils seront les premiers intéressés, ils sont 1,5 milliard. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas s'amuser avec le sujet, c'est quand même bien eux. C'est 1,5 milliard, vous avez les Indiens à côté, 1,5 milliard plus 1,5 milliard, ça fait 3 milliards, la moitié de l'humanité dans ce coin-là. Donc ils ont tous intérêt à trouver une solution qui leur permette de faire que la planète reste vivable. Donc j'ai pas de doute. Mais il faut dire à ce moment-là, la stratégie diplomatique de la France change. Nous ne sommes pas les champions du monde d'une alliance militaire, nous sommes les champions du monde, si j'ose dire, les champions de l'écologie. d'une politique altermondialiste. Le fondement de l'altermondialisme, c'est l'intérêt général humain. L'intérêt général humain, le fondement, c'est la protection des biens communs. Et il y aura foule pour faire ça. Et la France sera respectée, pas comme un pays qui peut tuer tout le monde, mais comme un pays qui met sa puissance au service de tout ça. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir accepté notre invitation. Merci, on s'en tient aux 30 minutes comme les autres candidats. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à la retrouver en replay. N'hésitez pas à regarder les passages des autres candidats pour vous faire votre opinion. Bonne soirée à tous. C'est la fin de cet entretien de rattrapage avec Jean-Luc Mélenchon. Nous vous rappelons qu'il y a eu une première émission tournée le dimanche 13 mars dans laquelle nous avions reçu Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Fabien Roussel, Anne Hidalgo et Philippe Poutou. Donc n'hésitez pas à la regarder aussi pour vous faire un avis sur le programme de tous ces candidats. On la mettra en lien de replay de cette vidéo. C'est donc la fin pour ce débat du siècle à ce stade. Le but de cette émission, de ces émissions, c'est que vous fassiez une opinion. N'hésitez pas à la partager avec vos amis, avec vos proches, à quelques semaines seulement du premier tour. Et nous en profitons pour réitérer notre invitation au président de la République, candidat à sa réélection, Emmanuel Macron, pour que lui aussi puisse avoir l'opportunité de venir vous présenter son programme en matière d'écologie. Voilà, c'est fini. Pardon, je ne savais pas que le monteur avait rajouté le cut de la fin. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Blast, du coup, de nous avoir prêté leur plateau pour cette session de rattrapage avec Jean-Luc Mélenchon. Merci à Jean-Luc Mélenchon de s'être prêté à cet exercice. De répondre lui aussi, comme les autres candidats, à ces 30 minutes d'explication sur son programme en matière d'écologie. Merci particulièrement à Camille, qui est donc le monteur de chez Blast, qui s'est arraché les cheveux ce matin. Merci Camille de m'avoir envoyé le lien. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à regarder sur la chaîne de Blast ou sur ma chaîne les passages des autres candidats si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, comme je le disais sur le plateau, le but c'est que vous fassiez votre opinion. Tac, qu'est-ce que je voulais dire ? Non, mais c'est tout. Si, par souci d'équité avec les autres candidats qui sont passés dans le débat du siècle, je ne vais pas faire de débrief là à chaud du passage de Jean-Luc Mélenchon. On ne l'a pas fait en direct, on a souhaité ne pas le faire dimanche dernier au moment des candidats. Donc le débrief, c'est vous qui allez le faire dans votre tête avec vos bulletins de vote. C'est vous qui choisirez in fine le prochain président de la République. Merci Arthos Féric pour ton chat. Donc voilà, hop. Merci à vous, du coup. Merci à vous.
J'espère que ça vous a plu. Merci Jean et Camille. Ouais, merci à Paloma également, avec qui on a préparé toutes ces émissions. C'était super, merci à vous. Merci à vous, content que ça vous ait plu. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais m'arrêter là en ce qui me concerne moi aussi, parce que j'ai beaucoup de travail. Il y a Backseat demain qu'il faut que je prépare. Merci à vous d'avoir suivi ce stream. Tac, tac, tac. Merci beaucoup. Passez une bonne après-midi. Et on se retrouve demain pour Backseat à 19h. Et voilà. À demain. Bonne soirée. Bonne fin d'après-midi. Pas soirée, mais bon après-midi. Ciao. Au revoir.